Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 4 février 2024 et tout va toujours très bien puisque les marchés continuent de monter et de monter encore. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Une semaine encore extrêmement positive principalement à cause des publications trimestrielles des Magnificent Seven, encore une fois, qui était un carton plein ou presque, mais en tous les cas, il y avait surtout plus de bons que de mauvais. Et puis, autrement, les indices continuent de battre des records puisque le S&P 500 termine sa semaine au plus haut de tous les temps, encore une fois, et que ça se passe plutôt pas mal sur les indices et il n'y a rien qui semble nous faire trembler puisque, encore une fois, je le dis et je le répète dans ces présentations et dans ces vidéos, que, encore une fois, eh bien, on a peur de rien et toutes les mauvaises nouvelles sont transformées en bonnes nouvelles. Alors, que demande le peuple? Du pain et des jeux, donc tout va bien. Alors, on fait le tour tout de suite et on se retrouve dans 3 secondes. La première chose qu'il faut retenir de cette semaine qui vient de se terminer, c'est les résultats des Magnificent Seven. On avait un peu peur parce qu'on se disait que c'était ceux qui pouvaient tout faire basculer, mais l'un dans l'autre, les analystes avaient des attentes tellement basses sur ces chiffres que finalement, ça s'est plutôt bien terminé. Nous avons donc fini une semaine avec 5 Magnificent Seven qui ont publié, avec des chiffres extrêmement encourageants. Alors, très bons chiffres chez Microsoft, relativement bons chiffres chez Google, mais déception sur la publicité, bons chiffres chez Apple, mais déception parce que manque de croissance et manque de nouveaux signes intéressants pour l'avenir, donc on s'en doute un peu. Et puis, alors, carton plein chez Meta et carton plein chez Amazon. C'est comme ça qu'on pourrait tout résumer. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a été enchanté avec ce qui s'est passé chez Meta parce qu'ils ont déclenché un dividende, chose qui n'était pas encore arrivée. Et puis, en plus, ils annoncent un share buyback de 50 milliards de dollars, ce qui correspond plus ou moins à l'aide que l'Europe va donner à l'Ukraine. Bref, ça va super bien de ce côté-là. Par contre, on a à noter quand même dans cette période de publication, c'est que l'effet intelligence artificielle marche un petit peu moins, puisque on a vu Microsoft en a parlé, zéro effet. Apple en a parlé en laissant entendre qu'ils allaient bientôt nous annoncer un truc sur l'intelligence artificielle. Le marché n'en a rien à faire. Donc on voit qu'on a un petit peu intégré cette craziness sur l'intelligence artificielle et que là tout de suite il allait falloir attendre un petit peu pour que ça revienne dans le mood. On verra peut-être les chiffres de Nvidia bientôt qui pourra nous redynamiser, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà intégrées en termes d'intelligence artificielle. C'est en tout cas le sentiment que ça donne pour l'instant. La macro, on pourrait parler de macro. Il y a eu les jobless claims qui n'étaient pas extraordinaires, mais enfin bon, il va falloir faire avec. Mais l'un d'autre, on a l'impression que de toute façon les bonnes nouvelles, on les prend, on fait monter le marché, les mauvaises, on les met de côté, puis on dit ouais, on verra plus tard, c'est pas un souci. Donc les jobless claims, c'était plus fort que prévu, donc ça montre quelques signes de ralentissement, mais que fait le marché? Il se dit ah, mais c'est bien, si les jobless claims augmentent, ça veut dire que la Fed, ils vont pouvoir enfin, quoi donc? Baisser les taux, hein, c'est un grand classique. Baisser les taux, c'est ce qu'on attend et finalement, c'était une bonne nouvelle. Même interprétation qu'aurait pu être faite sur les non-farm payrolls, sauf que les non-farm payrolls, on attendait 187 000 créations d'emplois, c'est sorti à 353 000. Et puis, alors en plus, ceux du mois dernier ont été révisés à la hausse. Donc c'est complètement débile, mais le marché continue à monter malgré ces chiffres-là, et malgré que la Fed nous a dit la semaine dernière que de leur côté, il était important pour eux de voir l'emploi ralentir, de voir une claire direction de l'inflation se diriger vers les 2% qu'ils ont prévus, et sinon ils ne baisseraient pas les taux. Mais nous on s'en fout complètement, on se dit c'est pas grave, on va se concentrer sur autre chose. En l'occurrence, vendredi, il pouvait se passer n'importe quoi quand vous avez Meta qui prend 15%, puis que c'est la totale euphorie sur un des Magnificent Seven. Le reste, je veux dire, les Américains peuvent attaquer les outils à l'arme atomique. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose sur les marchés financiers. Donc, grosso modo, une très belle semaine avec des indices qui terminent au plus haut de tous les temps, avec des chiffres économiques qui ne sont pas forcément comme on aimerait les avoir, mais on s'en fout parce qu'on a d'autres arguments pour booster le marché. Donc on est vraiment dans un marché qui continue à être complètement fou. Hein. On l'a déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué, il y a plein d'arguments pour dire qu'il y a quand même 2-3 choses qui font un peu peur, que les valorisations sont quand même vachement tendues, et qu'à un moment donné, l'élastique, elle peut commencer à la péter, mais peu importe, on s'en fiche, on continue à être super bullish sur l'avenir. Donc grosso modo, on ne va pas s'énerver plus longtemps,
ça monte, c'est très bien, soyons heureux, soyons contents. On voit aussi que du niveau de l'inflation, du côté de l'inflation, eh bien ça se calme un petit peu en Europe, on l'a vu cette semaine. Et puis en plus, voilà, c'est pas l'euphorie, hein, mais ça baisse un tout petit peu, ça continue de baisser. Alors, ça fonctionne super bien. Et puis de l'autre côté, on notera aussi que, eh bien, que l'inflation est aussi aidée un petit peu par le pétrole. Le pétrole qui est bien revenu, hein, souvenez-vous, au début il y a une dizaine de jours, on était à 78 $ et personne n'en parlait. Là, on est à 72 $, mais là, on en parle un petit peu parce que c'est désinflationniste, forcément. Un pétrole bas, oui, c'est intéressant, ça fait moins d'inflation, c'est génial. Enfin bref, même si les Américains ont quand même bombardé une partie de la région pour se venger il y a 48 heures, on s'en fout complètement. Ça va quand même dans la bonne direction du côté du pétrole, donc ça fait un peu baisser l'inflation, donc ça, c'est encourageant. On notera aussi que les échanges commerciaux en Suisse se sont un peu amenuisés, ils ont reculé de 1,2% en termes nominaux, bref, pas très très important, mais l'un dans l'autre, très belle semaine sous le signe de Meta Platform et des mondes virtuels, j'ai envie de dire, et des réseaux sociaux, puisque Mark Zuckerberg aura été donc un magicien ce trimestre et tout le monde est super content. Donc voilà, on continue à être vraiment axé dans cette position du on voit le verre vraiment à moitié plein, on est très optimiste. Je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que le marché n'arrive pas à ralentir, on continue dans la bonne direction, on ne va pas se plaindre, bien sûr. C'est plutôt chouette les marchés qui montent, même s'il y a 2-3 choses qui bloquent un peu, eh bien ça on n'en fait pas cas pour l'instant, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Alors vous le voyez sur les performances de la semaine, bon c'est pas l'euphorie hein, bien sûr, 2% de hausse sur le Bitcoin, 1,4% sur le Dow Jones, 1,4% sur le S&P ou presque, le Nikkei qui repart un petit peu à la hausse, le Nasdaq qui monte de 1,12%. Et puis alors, le reste, c'est un peu dans le rouge, hein, le DAX, moins 0,25. On notera encore une fois une claque supplémentaire sur la Chine et sur Hong Kong, où on n'arrive pas à retrouver la moindre dynamique. Et puis en Suisse, eh bien, moins 1,32% sur le marché suisse. La raison principale, bien sûr, c'est nos pharma qui n'ont pas forcément apporté beaucoup de joie dans le marché. Et comme vous le voyez, donc ABB plus 2,75% après ses chiffres trimestriels. Et puis de l'autre côté, Roche moins 5,4%, Novartis moins 2,8%. Donc forcément, quand vous avez ces deux-là qui sont dans cet état-là, eh bien, ça met la pression sur le SMI. D'où la relativement mauvaise semaine que nous venons de vivre sur l'indice suisse. Mais vous le verrez, on va le voir incessamment dans les comportements des indices, des techniques. On reste relativement bien positionné globalement. Alors voici le SMI. Alors on reprend notre tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis qu'on a réussi à recasser au mois de décembre cette de re-rentrer dans ce canal haussier. Donc pour l'instant vous le voyez, on a tenté une sortie de cette espèce de triangle qu'on a ici toujours, hein, et on est revenu dedans malheureusement cette semaine. Résultat de Novartis et de Roche aidant. Ce qui fait qu'on est revenu, donc on peut s'inquiéter, on peut imaginer un retour sur la moyenne mobile des 50 jours autour des 11 130 avant d'entamer un nouveau rebond. Mais pour l'instant, c'est plutôt constructif sur le SMI, ça a même l'air plutôt bien disposé dans le cadre d'un environnement, on va dire, de trading. Le CAC 40 qui reflue de nouveau après son record de la semaine dernière, donc on a ces pics qu'on a fait en avril et cette zone qu'on a eu toutes les peines du monde à casser avant d'échouer de nouveau dans la période du mois de décembre. Et aujourd'hui, on est reparti au plus haut. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre cette zone-là comme une zone de support-résistance assez importante, donc la zone des 7570. Si on revient à casser en dessous, il y a un risque de correction, bien sûr, mais ça peut aussi faire office de rebond. Donc c'est vraiment un point pivot important à surveiller sur le CAC. Le DAX, pour l'instant, il fait rien du tout, mais on est au plus haut, quasiment au plus haut de tous les temps. Vous voyez, on essaie de trouver la raison de monter. Techniquement, pour l'instant, après 3 échecs sur la zone des 17
J'aurais tendance à vouloir croire qu'on va repartir à la casse une fois, chercher de nouveau les 16 200, mais ça, il faudra voir un peu comment commence la semaine prochaine avec les résultats trimestriels qui vont continuer. Aux États-Unis, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, le S&P 500 nous a donc fait un nouveau record historique. Nous sommes à 4 949. Les 5 000 ne sont plus si loin, hein, on s'approche gentiment. Il faudra surveiller. Je pense sincèrement qu'on va y aller parce que de toute manière, après, peu importe comment on interprète les graphiques, mais quand vous regardez la tendance du S&P 500, ben, on a quand même l'impression on est dans ce canal haussier et qu'on pourrait continuer à monter bien plus haut ces prochains temps. Donc plutôt constructif, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure en ouverture, on reste quand même relativement mal disposé en termes de valorisation puisque c'est cher, mais pour l'instant comme on l'a vu, on garde vraiment que des bonnes nouvelles. Le discours de la Fed la semaine dernière qui reste relativement au quiche, qui parle toujours de ne pas forcément baisser les taux au mois de mars et ni au mois de mai mais plutôt au mois de juin, n'a eu aucun effet. Donc les gens restent relativement bien positionnés par rapport à ça. C'est incroyable quand vous avez un patron de la Fed qui vous dit c'est encore trop tôt pour parler de baisse des taux et que nous on s'en fout encore. Donc dans cet environnement-là, tant qu'on ne vient pas en dessous, je dirais, des 4800 sur le S&P 500, on peut continuer à se dire qu'on est dans une zone où on va aller chercher les 5000. Le Nasdaq au plus haut de tous les temps, merci Meta la semaine dernière, là aussi un renversement de tendance assez spectaculaire en fin de semaine. Pas qu'on était inquiet, mais c'est vrai qu'avec les résultats de Microsoft qui n'ont pas vraiment enthousiasmé, Google qui était sous pression, finalement Amazon et Meta ont bien renversé la tendance malgré que, on le voit, Apple était assez mal, entre guillemets assez mal pris, puisqu'ils ont quand même bien rebondi en fin de journée. On a vu qu'on est venu chercher sur Apple les points bas, et puis qu'on est reparti à la hausse quand même. Apple, c'est une grande discussion, les chiffres n'étaient pas extraordinaires, et je vous l'ai dit, ils ont annoncé quand même un petit peu de bonnes nouvelles qui devraient arriver bientôt sur l'intelligence artificielle, donc à surveiller quand même. Mais on a l'impression que la moyenne mobile des 200 jours sur Apple a fait office de garde-fou. Le Dow Jones au plus haut de tous les temps, voilà, rien à dire. Il n'y a plus rien à analyser là-dessus, c'est quasiment, vous le voyez, une hausse verticale, puisque entre le 27 octobre, on était à 32 300 et aujourd'hui, on termine cette semaine à 38 750. La performance du Dow Jones est juste complètement hallucinante ces derniers temps. 20% de hausse. 20% de hausse quasiment depuis le 27 octobre sur le Dow Jones, qui est quand même pas considéré comme l'indice le plus dynamique que l'on puisse trouver aux États-Unis. Et on termine avec l'indicateur avancé, le Semiconductor Index. Alors, vous l'avez vu, il n'y a pas que du bon dans les semi-conducteurs, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'un dans l'autre, on a eu des bons chiffres, et les bons chiffres font beaucoup plus de bien que les mauvais chiffres, par exemple d'Intel, qui ont pesé un petit peu ces derniers temps. Mais vous le voyez, on reste dans une tendance haussière, on est même venu se replier sur les bas, et on l'a vu aussi chaque fois qu'on parle d'intelligence et d'intelligence artificielle, et de chips sur l'intelligence artificielle, eh bien ça repart relativement bien. À noter aussi qu'en fin de semaine, avec les bons chiffres de Meta Platforms l'autre jour, eh bien tout le secteur des semi-conducteurs est reparti à la hausse, parce que Meta a également annoncé qu'ils ont investi massivement dans tout ce qui était puce pour l'intelligence artificielle, donc Nvidia et AMD. Nvidia, vous le voyez, qui termine encore sa semaine embarquée par Meta à 661 $ sur Nvidia. Alors là aussi, quand on parle de performance, c'est proprement hallucinant, puisque là aussi, depuis le début du mois de janvier, vous le voyez, 41% de performance sur Nvidia. Le graphique que vous voyez à l'instant, c'est le graphique de Holcim. On attaque maintenant avec les vedettes de la semaine en Suisse. Vous voyez que Holcim a entamé la semaine de manière spectaculaire, avec une explosion depuis la moyenne mobile des 50 jours sur laquelle on se traînait depuis quelques temps, pour aller chercher immédiatement les 68. La raison principale, c'est qu'ils ont parlé de la mise en bourse. Ils veulent faire l'IPO de leur division américaine d'ici 2025. Donc ça a enthousiasmé le marché, qui s'est ensuite s'occupé de prendre les profits sur le reste de la semaine. Mais voilà, il faut noter que la division de Holcim sera mise en bourse en 2025. Alors c'est encore de la musique
clairement d'avenir, mais ce sera intéressant et ça a été relativement bien pris. L'annonce a été bien prise. Mais pour l'instant, effectivement, on se rend compte que ce n'est pas encore très durable en termes de news. Résultat trimestriel de Novartis. Alors Novartis, depuis qu'ils ont fait le spin-off de la division Sandoz, donc ils se sont reconcentrés sur les médicaments en direct, vraiment les purs médicaments. Grosso modo, ils ont confirmé que l'exercice écoulé les derniers temps, c'était plutôt pas mal, donc plutôt satisfaisant. Par contre, un petit peu à l'image de ce que pas mal de sociétés ont fait ces derniers temps, ils ont dit que ça allait être très compliqué pour la suite, que 2024 serait compliqué. Alors forcément, quand vous avez Novartis qui vient vous dire que ça serait compliqué, eh ben, ça fait mal. Donc c'est pour ça que le titre perd quasiment 3% sur la semaine. Alors vous le voyez sur le graphique de Novartis, on est venu chercher sur l'annonce des résultats et sur cette espèce de guidance méfiante pour le reste de l'année, on est venu chercher la moyenne mobile des 200 jours ici avant de repartir gentiment à la hausse. Donc on est toujours dans... Bon, j'aurais bien aimé qu'on aille chercher le bas du range autour des 83 3/4, mais on voit on est toujours dans le range de Novartis qui reste quand même assez volatile. Mais néanmoins, on reste dans ce range toujours, donc il faut toujours chercher Novartis sur les extrêmes. J'ai envie de dire c'est facile après coup, mais on voit encore une fois qu'on est allé chercher les 94 l'autre jour. Ceux qui ont eu la vision de jouer un peu à la baisse, eh bien, il y avait un joli truc à faire, même si c'était vachement gonflé de le jouer avant les résultats. Un 94, retour sur les 87, c'était pas mal. Est-ce qu'on va tenir dans cette zone-là? Affaire à suivre. Mais en tout cas, le prochain point d'achat se situe à 84 sur Novartis. Chez Roche, c'était pas beaucoup mieux. Recul du chiffre d'affaires de l'ordre de 7% à 58,72 milliards. Des discussions et des commentaires, comme pour Novartis, l'année suivante ne sera pas forcément facile. Néanmoins, les actionnaires de Roche vont obtenir une augmentation du dividende. Ça, c'était plutôt positif. Mais bon, le recul du chiffre d'affaires et la méfiance qu'on a dans le secteur pharma pour l'instant, eh bien, ont coûté très cher à Roche également, puisque sur la journée de Roche, eh bien, on a perdu plus de 5% sur la journée. Donc, vous le voyez encore une fois, on est revenu au plus bas sur le bon Roche. Alors, c'est fondamentalement déprimant, bien sûr, puisqu'on avait l'impression qu'on était en train de s'en sortir sur le bon Roche, mais on est revenu, encore une fois, juste au niveau les plus bas. Donc, cette zone de consolidation sur la zone des 230, eh bien, on espère qu'on va pouvoir tenir et continuer à construire. Je me suis fait allumer sur les réseaux parce que j'aime beaucoup le bon rush et que ça va pas dans la bonne direction pour l'instant. Alors c'est clair que pour l'instant la performance du bon rush n'est pas exceptionnelle. Moi je parle de ce titre-là en termes d'investissement long terme. Donc à l'occasion de racheter du bon rush pour construire une position qui un jour ou l'autre finira forcément par payer et par remonter. C'est une question de temps et c'est une question de patience et c'est clair que là on est dans un cycle un petit peu détestable sur le bon rush, mais néanmoins je continuerai d'accumuler par-ci par-là du bon rush pour jouer la prochaine tendance haussière. Meyer Burger qui a encore subi les foudres du marché la semaine dernière. La Banque cantonale de Zurich a downgradé le titre à underperform. Après l'histoire du fait qu'ils vont devoir fermer une de leurs usines de panneaux solaires en Allemagne parce que la concurrence des Chinois fait trop mal, l'analyste de la Banque cantonale de Zurich est venu nous dire que pour lui, ça sentait quand même un peu la faillite. Et donc forcément, il y a eu baisse, plus après, il y a, on va dire, des rachats spéculatifs. Mais voilà, Meyer Burger, pour l'instant, j'en ai même pas parlé de couteau qui tombe, parce que là, au niveau où on en est, on se demande à quel moment, effectivement, la prochaine mauvaise annonce, ça peut être qu'une faillite pour aller l'amener à zéro. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais voilà, notez quand même à retenir que quand un analyste financier, et encore à plus forte raison en Suisse, pour une boîte suisse, par la Banque cantonale de Zurich, qui vient vous dire que ça sent la faillite, c'est peut-être pas forcément là-dedans qu'il faut mettre votre capital du deuxième pilier. Et puis autrement, ABB a publié également ses chiffres trimestriels. Alors là, très bons chiffres, plutôt positifs. On va dire que l'ensemble des résultats d'ABB étaient positifs, le call était positif, les gens étaient plutôt enthousiastes dessus, ils augmentent également le dividende, donc aussi la raison principale pourquoi ABB c'est le leader de l'indice cette semaine.
Alors, c'est un indice qui perd 1,3% sur la semaine et vous avez ABB qui termine en hausse de 2,75%. Eh bien, ne cherchez pas plus loin. De toute façon, en ce moment, on ne se base que là-dessus. C'est les résultats trimestriels qui étaient positifs, l'avenir qui est positif. Bref, c'est un peu à l'inverse des pharma pour l'instant. Bah forcément, ABB, c'est robotique, c'est intelligence artificielle. Forcément, dans tous les secteurs porteurs. Enfin bref, ABB a vécu une très bonne semaine. Ça nous change des autres. Vous le voyez donc sur le graphique, on est de nouveau revenu sur les 38. Donc on est en train de taper les plus hauts, les récents plus hauts en tous les cas. La dernière fois qu'on était venu à ce niveau-là, on s'est fait un retour assez violent. Donc, est-ce qu'on va être capable de casser et de continuer? En tous les cas, quand on regarde les commentaires de la société, on pourrait croire qu'on va sortir de cette zone-là et commencer à se diriger en direction des 40, voire 42 francs suisses, en accélérant depuis là. Affaire à suivre. Certainement qu'il y aura des upgrades ces prochains jours qui pourront nous aider à surveiller attentivement. Mais en tous les cas, par rapport au reste du marché, ABB a quand même publié des résultats assez spectaculaires. Mais n'oublions pas qu'on vient quand même là aussi depuis le mois d'octobre. On est dans une performance de 30% de hausse sur ABB. Le titre qu'il va falloir regarder dès lundi matin, c'est l'UBS, puisqu'ils vont publier leurs résultats trimestriels lundi. Vous voyez la performance stratosphérique de l'UBS depuis une année, depuis qu'ils ont racheté le Crédit Suisse. Ils ont quasiment doublé. Tout le monde les attend au virage sur les résultats. On a vu qu'il n'y avait pas que des bons chiffres dans le secteur bancaire. On a vu aussi que le secteur bancaire a souffert la semaine dernière de cette crise sur l'immobilier commercial aux États-Unis qui commence à prendre un petit peu l'ascenseur. J'en ai parlé dans le Morning Bull la semaine dernière. Pour l'instant, tout le monde s'en fout, il faut quand même le noter. Mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux pour le milieu bancaire. Alors pas pour l'UBS, parce qu'à priori, je pense que leur exposition au secteur commercial américain n'est pas si grosse que ça, mais on ne sait pas ce qui restait dans les comptes du Crédit Suisse. Néanmoins, on aura des chiffres économiques, des chiffres trimestriels qui sortiront lundi matin, et ce sera assez intéressant à observer. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur le marché suisse et sur le reste du monde. Optimisme, optimiste, interprétation des nouvelles comme étant optimiste. Tout le monde est plutôt chaud, bouillant sur la suite des événements, pas de peur. Les indices de la peur, je ne vous les montre pas là-dedans, je vous les montrais la semaine dernière, mais on voit quand même qu'au niveau de la volatilité, du greed and fear, du put-call ratio, la confiance, elle est là en dehors de l'écran, bien là-haut, tout en haut. Personne n'a peur, les gens ne veulent surtout pas rater le train et veulent profiter de la hausse à venir des marchés, si haut s'il y a encore. Les commentaires de la Fed qui étaient plutôt prudents, on les a mis de côté. On sait qu'aujourd'hui, la Fed n'est pas tellement chaude pour baisser les taux au mois de mars, mais malgré tout, vous avez encore 39% du marché qui est convaincu qu'on va baisser les taux en mars. Donc à suivre attentivement, ce sera un peu le challenge de ces prochains temps. La semaine continue avec les résultats trimestriels, des chiffres économiques, on va reparler inflation. Le pétrole est bien revenu, mais les Américains sont plus ou moins en train de se mettre en guerre dans la mer Rouge. Bref, pas mal de challenges à discuter. On va décortiquer ça au fur et à mesure de la semaine dans le Morning Bull Live comme d'habitude. Et puis on se retrouvera pour un nouveau Swiss Bliss le week-end prochain. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain matin, lundi, pour notre Morning Bull Live. Profitez bien de votre dimanche et à demain. Bye bye.